Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, nous allons parler du travail, mais avant, nous avons besoin de présenter certains concepts qui sont rattachés, et nous allons commencer par le concept de force. Alors, la notion de force, c'est une notion que l'on a déjà dans le quotidien, avec la sensation d'effort musculaire, donc de force musculaire, qui nous donne une certaine notion physique de la force. On peut ainsi augmenter ou diminuer l'effort physique, la force que l'on applique, pour exercer une action, une force, sur un objet, pour le soulever, pour le pousser. Et en généralisant, on peut dire qu'une force, c'est ce qui permet de produire une action, telle qu'une déformation, un déplacement d'un objet ou de plusieurs objets. Notons qu'il peut y avoir d'autres sources à la déformation. Par exemple, les variations de température peuvent provoquer des déformations des objets. En réalité, c'est aussi lié au concept de force, parce que ceci est dû à l'action de force, mais qui se situe à l'échelle atomique, moléculaire. Une force peut modifier le mouvement d'un objet. Donc, il s'agit d'une forme d'interaction entre divers objets, ou nous-mêmes, et des systèmes physiques variés. On parle ici d'action mécanique, qui peut accélérer ou freiner un corps, par exemple, faire varier sa vitesse ou la direction de cette vitesse. Donc, la force dévie, accélère, freine, fait tourner, déforme, etc. C'est Isaac Newton qui, à l'origine, a précisé cette notion de force et dans la construction de la mécanique newtonienne. Alors ça donne une idée assez qualitative, assez vague de la notion de force. En physique, on a besoin de grandeur précise, quantitative, c'est-à-dire on a besoin d'avoir une valeur précise aux grandeurs, et donc on a besoin de les mesurer. Alors prenons par exemple un exemple. On a une table qui est d'une certaine rigidité, et on appuie dessus, ce qui fait qu'elle va se déformer. Cette déformation est très faible. Mais on peut par exemple faire ceci. On a une table. On peut disposer deux miroirs verticalement et une source de lumière. Les rayons de lumière vont alors se réfléchir sur les deux miroirs de manière alternative. Supposons maintenant que l'on appuie sur cette table, ce qui va la déformer. Les miroirs vont s'incliner, même très légèrement. La déformation peut être très très faible. À ce moment-là, les rayons vont s'échapper, ils ne vont plus faire des allers-retours, ils vont s'échapper, et à une certaine distance, on peut capter l'écart, la déviation du rayon lumineux qui, en se réfléchissant, part vers le haut. Et avec une distance suffisamment grande, bien sûr, il faut encore capter la lumière, avec une distance suffisamment grande, on peut alors observer des déformations, même extrêmement petites. Et on peut disposer, à cet endroit, d'une échelle graduée qui permet de mesurer la déformation et donc la force appliquée. De même, on pourrait mesurer des forces extrêmement faibles en choisissant des corps particulièrement déformables. Ce type de mesure existe en physique avec, par exemple, ce que l'on appelle des jauges de contrainte, qui sont des instruments que l'on place sur, par exemple, une pièce métallique qui permet de mesurer les déformations de la pièce. Considérons maintenant une tige métallique très fine, une longue tige. Et on applique une force dessus,
de telle manière qu'il n'y ait pas de flexion de la barre, ni de torsion de celle-ci. Elle ne fait que se comprimer dans le sens de la longueur ou se déplacer. Dans ce cas-là, on peut dire que la force est dirigée parfaitement dans le sens de cette tige. Et donc, une force est caractérisée par trois choses. D'une part, le point d'application. On applique la force, ici, sur l'extrémité de la tige. Deuxièmement, elle est caractérisée par une direction dans laquelle la force agit. On pousse dans une certaine direction. Et troisièmement, par une intensité. La force étant plus ou moins grande, plus ou moins intense. On la note avec un F pour force, c'est traditionnel. En gras, alors ici, j'utilise une autre notation qu'on rencontre parfois aussi, parce qu'avec un marqueur, c'est difficile de faire des lettres en gras. Une petite flèche au-dessus de F pour indiquer que cette grandeur n'est pas juste un nombre. Elle a une certaine intensité, mais aussi une direction. En mathématiques, on appelle cela un vecteur. Graphiquement, par exemple, quand on dessine une force, on peut la représenter par une flèche qui donne son point d'application. La longueur de la flèche donne l'intensité de cette flèche et bien sûr sa direction. C'est une notation très usuelle. Notons qu'en mathématiques, les vecteurs n'ont pas de point d'application. Donc la notion de force, c'est un vecteur plus un point d'application. Pour effectuer des mesures de grandeur physique, telles qu'une force, il faut pouvoir définir deux choses. D'une part, il faut pouvoir définir l'égalité entre forces. Parce que pour mesurer, il faut comparer, par exemple, comparer à une force de référence, qui va servir d'unité de mesure, comme le mètre ruban pour une longueur d'1 mètre, et de même, il faut une force de référence pour les forces. Il faut donc pouvoir comparer les forces, et il faut également pouvoir définir la notion d'addition de ces grandeurs, pour pouvoir mesurer des grandeurs quelconques, petites ou grandes. Considérons un corps élastique qui se déforme sous une force. Si on applique une force, il se déforme, on retire la force, il reprend sa forme originale. C'est pour cela qu'on dit déformation élastique, par opposition à une déformation plastique qui est permanente et qui se distingue très facilement avec les élastiques qui ont cette propriété d'élasticité et le plastique qui en général, quand on le plie, il garde la forme qu'il a. Par exemple, un corps élastique classique, c'est un ressort. Si la force appliquée au ressort n'est pas trop grande, quand on sait appuyer sur le ressort, celui-ci reprend sa forme initiale. Appliquons à ce ressort, ou à tout autre objet déformable, ou élastique, deux forces. Deux forces a priori différentes. Si ces forces, appliquées dans les mêmes conditions, donnent la même déformation du corps, et ce, dans toutes sortes de situations, alors on peut dire que ces deux forces sont identiques. Elles ont même direction, même intensité, et provoquent les mêmes déformations élastiques. Attention, ça c'est l'égalité dite vectorielle. En mécanique, il faut être un peu plus complet, parce qu'il faut parler du point d'application. On parle aussi de ligne d'application, c'est-à-dire le point d'application et la direction, qui forment une ligne. Ainsi, deux forces, F1 et F2, agissant
le long de deux lignes différentes, avec deux points d'application, disons, sont considérées en mécanique comme non équivalentes. Ici, nos deux forces seront vraiment identiques si elles sont même grandeur, même direction, même point d'application. Appliquons deux forces identiques au même point, avec la même direction, et les deux ont la même intensité. Alors on dit que la force qui en résulte est le double de la force. On applique deux fois la même force en même temps, ce qui donne la force double, ce qui permet de définir l'addition. Notons qu'on peut aussi composer des forces avec des directions différentes à l'aide du calcul vectoriel. Nous n'en avons pas besoin de ces complications ici. Avec ça, on peut étalonner, par exemple, un ressort pour avoir la loi qui relie sa déformation à la force. Ainsi, on va appliquer la force F, puis 2F, puis 3 fois F, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va regarder comment il se déforme. On peut même alors tracer un graphique qui, en fonction de la valeur de la force, donne la déformation et va donner une courbe. Attention, ce n'est pas toujours une droite. La déformation n'est pas nécessairement proportionnelle. Dans certains cas, ça peut être très proportionnel. C'est évidemment ce qui est recherché parce que c'est le plus simple. Par exemple, on a un instrument de mesure appelé le dynamomètre. Celui-ci est constitué d'un ressort boudin qui va donc s'étirer ou se comprimer, s'étirer en fonction d'une force pas trop grande. Ce ressort est très spiralé et en acier. L'acier a ici des avantages, il s'altère assez peu. Tant que les forces ne sont pas trop colossales, il est très élastique, donc très peu de déformation plastique. Et la loi de déformation est pratiquement linéaire, ce qui simplifie le travail. Et on va avoir donc par exemple ici un support fixe, et on a notre ressort, notre dynamomètre, auquel on va appliquer une force, et il y a une pointe graduée, une pointe qui pointe vers une graduation, 1, 2, 3, 4, et qui va permettre ainsi de mesurer l'intensité de la force. L'unité de mesure s'appelle le newton, qui n'est pas très étonnant. Un exemple de force, c'est le poids. Donc, le poids, c'est la force qui est exercée par la planète Terre, qui attire tous les objets. Nous-mêmes, la chaise, une table, tout est attiré vers le bas par l'attraction terrestre. Cette force d'attraction est appelée le poids. On peut le mesurer, ce poids, avec un dynamomètre ou avec des instruments plus ou moins apparentés, fonctionnant sur des principes tout à fait analogues, avec une lame qui se déforme ou avec une jauge de contrainte, comme j'ai parlé. On les appelle par exemple parfois des pèse-personnes, lorsqu'ils servent à peser une personne. Et il y a également les balances. Alors, ne confondons pas, en fait, une balance comme une balance à plateau sert à mesurer en fait des masses. C'est-à-dire que grâce au plateau, on va comparer des masses d'objets différents, notamment des masses graduées. Vous savez, ces masses de cette forme-là que l'on a souvent dans les anciennes balances, que vous avez probablement déjà vues. J'en ai chez moi, on en trouve encore par exemple dans des vitrines de pharmacie ou des choses ainsi. Maintenant, souvent c'est un peu plus sophistiqué et beaucoup de balances ont des poids qui sont intégrés à l'appareil. Ce qui évite de les manipuler, de les abîmer ou de les altérer. Donc en fait, ça mesure des masses. Mais la masse étant liée au poids, à l'attraction terrestre, grosso modo, tant qu'on est au même endroit sur Terre, ça revient au même. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a souvent une confusion
dans le langage courant, on confond souvent le poids et la masse. Et on confond les mesures ou les effets des pèse-personnes et des balances, qui en fait sont un peu différents. Par exemple, si on va sur la Lune, on sait que la gravité y est 6 fois plus faible, et si vous mesurez le poids avec un dynamomètre ou avec un pèse-personne, vous serez 6 fois moins lourd. Mais si vous mesurez votre masse avec une balance à plateau, vous aurez toujours la même masse. Si vous faites 60 kg de masse, vous ferez toujours 60 kg sur la Lune. Mais votre poids ne sera plus que de 10 kg, plus exactement, on parle de kg/mètre, ou alors en multipliant environ par 10, c'est 100 newtons. Donc le poids, lui, varie, mais la masse est constante. Donc attention à ce type de confusion. Voilà, alors maintenant que nous avons justement ces différents concepts, on peut voir comment tout ça est lié, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des lois de Newton et du travail. Je vous remercie.